le volet réglementaire et je passe maintenant aux différents systèmes de ventilation classiques qui existent aujourd'hui, des systèmes peut-être un peu innovants dont je vais parler pour vous donner une vue d'ensemble des systèmes. Alors bien sûr, les bâtiments qui vous concernent, il y a une grande diversité de bâtiments, d'applications, que ce soit dans le secteur de l'enseignement, des soins de santé, du paramédical, de la petite enfance, peut-être des logements, euh, étudiants ou autres, ça peut être très divers. Et très divers aussi. Oups, oui, j'ai d'abord peut-être une question pour vous. Ici, c'est une question ouverte. Vous pouvez mentionner via le QR code ou le lien quels sont les types de locaux qui vous concernent prioritairement? Est-ce que c'est par exemple des bureaux, des salles de réunion, des logements dans des homes ou dans des résidences? Est-ce que c'est plutôt des lieux pour les soins de santé, pour l'enseignement, classe ou cafétéria ou etc. Donc allez-y, vous pouvez répondre, je pense, plusieurs fois à la question et les mots s'afficheront progressivement à l'écran. On voit effectivement qu'il y a une certaine diversité, avec quand même une prédominance pour les bureaux, salles de réunion, enseignement, et aussi des lieux d'accueil, de consultation ou d'hébergement. Donc c'est effectivement une grande diversité. À côté de cette diversité de bâtiments et de lieux, il y a aussi une diversité de types d'installations qui, elles, vont dépendre du type de système, je vais en parler dans quelques instants, mais aussi finalement de la taille du système et donc de la taille du bâtiment. On a peut-être des bâtiments de taille relativement modeste qui vont être équipés de ce qu'on pourrait appeler petites installations, qui finalement, dans leur conception, dans leur installation, vont être assez proches de ce qu'on pourrait faire dans une maison, en résidentiel. Et dans ce cas-là, on peut s'adresser peut-être directement à un installateur qui sera compétent pour concevoir et installer un système de petite taille, de complexité réduite. Par contre, dans les plus grands bâtiments, on a des débits qui vont être d'office beaucoup plus importants, les débits dont on a besoin. Et donc, on aura des installations de plus grande taille, notamment dans les bâtiments de type tertiaire plus importants, avec aussi peut-être une conception un peu plus complexe. Et là, en général, on va plutôt faire appel à un bureau d'études pour concevoir ce système de ventilation. Alors aujourd'hui, les principaux systèmes de ventilation qui vont vous concerner et qu'on applique dans les bâtiments en Belgique, c'est le système de ventilation simple flux qu'on simplifie parfois en appelant système C, et d'autre part le système double flux qu'on appelle parfois système D. C'est les nomenclatures du résidentiel, mais qui peuvent éventuellement s'appliquer aussi en non résidentiel. Alors à gauche, pour le système simple flux, le principe c'est quoi? C'est qu'on va avoir une alimentation naturelle via des grilles, par exemple, dans certains espaces, et une extraction, une évacuation mécanique contrôlée dans d'autres espaces. À droite, le système double flux, système D, dans ce cas-là, on a à la fois l'alimentation qui est mécanique et l'extraction ou l'évacuation qui est mécanique. Donc on a vraiment une ventilation qui est contrôlée mécaniquement, aussi bien à l'alimentation qu'à l'extraction. Ça, c'est pour le principe de base à comprendre. Si on transpose ça pour des installations dans des bâtiments non résidentiels un peu plus conséquents et qu'on regarde quels sont les composants qu'on va avoir, de nouveau à gauche pour le système simple flux, on va par exemple avoir des grilles d'alimentation dans les fenêtres, dans les locaux occupés par les personnes, que ce soit les bureaux, les classes, les salles de réunion. On va ensuite éventuellement avoir un transfert de cette air vers d'autres espaces, les couloirs, les sanitaires et autres. Et puis là, on va avoir des bouches d'extraction, des conduits d'extraction, des ventilateurs d'extraction qui vont assurer donc toute cette extraction mécanique et finalement assurer cet équilibre entre l'air d'alimentation et l'air extrait. À droite, pour le système D, la différence, c'est qu'on va avoir un réseau de conduits aussi bien pour l'alimentation que pour l'extraction, et on va avoir un groupe de ventilation être un peu plus conséquent, qui va gérer donc les débits de ce conduit d'alimentation, de ce conduit d'extraction, avec évidemment des prises d'air et de rejet à l'extérieur, et surtout la possibilité avec un système D d'avoir la récupération de chaleur. Alors sur base de ça, donc système C, système D, éventuellement ouverture des fenêtres ou aucune ventilation
ou bien d'autres systèmes, je vous pose la question maintenant, quels sont les systèmes qui sont, ou les solutions de renouvellement d'air qui sont le plus souvent appliquées aujourd'hui dans les bâtiments pour lesquels vous êtes responsable. Donc je pense que vous pouvez ici faire un tri. Voilà, c'est ça. Euh, et donc peut-être sans surprise, on se rend compte que l'aération via l'ouverture des fenêtres ou aucun système sont bien placés. Le système C est bien placé aussi. Euh, et le système D est effectivement moins fréquent. Mais donc, vous avez quand même déjà un certain nombre de bâtiments qui sont équipés d'un système C, et donc qui assurent déjà une certaine qualité de l'air, et puis d'autres pour lesquels on n'a rien, ou une stratégie plutôt basée sur l'ouverture des fenêtres. Je vais passer un peu plus en détail maintenant ces différents systèmes de ventilation. D'abord, quelques mots sur le système C, vous montrer quelques composants, pour ceux qui n'en ont pas encore, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond. Donc on a d'abord l'alimentation en air, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui est généralement réalisée par des grilles. Aujourd'hui, c'est surtout des grilles associées au châssis. Donc vous avez ici un exemple de grille. Ici, vous avez une coupe dans une grille acoustique qui est un peu plus imposante parce qu'il y a des absorbeurs acoustiques pour limiter le bruit provenant de l'extérieur. Donc ces dispositifs, ces grilles permettent l'alimentation en air des espaces occupés par les personnes. Au niveau de l'extraction, on a ensuite des bouches. Ça, c'est évidemment une bouche tout à fait simple, comme on l'a en résidentiel et dans des bâtiments simples. Ça peut être d'autres bouches, d'autres types de grilles ou des grilles directement associées à des conduits. Et puis, on a évidemment un réseau de conduits connectés à des ventilateurs. Je vous ai mis ici plusieurs exemples de ventilateurs. Ventilateurs de petite taille, résidentiels et petite installation, ventilateurs moyens, et puis ventilateurs de toiture, ventilateurs tourelles, qui permettent donc d'extraire l'air mécaniquement à l'extérieur. Donc, quelques exemples de composants. Alors le système C, ses différents avantages, c'est qu'il a un encombrement relativement limité, puisque pour l'alimentation, on n'a pas de ventilateur, on n'a pas de conduit, on a juste des grilles, par exemple dans les fenêtres. Le ventilateur ou le groupe d'extraction est généralement aussi de plus petite taille qu'un système D. Du coup, le coût d'investissement peut être éventuellement réduit et l'entretien est peut-être aussi un peu plus limité qu'avec le système D. De l'autre côté, maintenant, système D justement, donc là on a un groupe de ventilation qui assure aussi bien la ventilation mécanique à l'alimentation qu'à l'extraction. Et donc, on a un double réseau de conduits et donc des bouches de pulsion, des bouches d'extraction dans certains espaces ou dans d'autres espaces, et puis euh, des groupes de ventilation de taille réduite dans les bâtiments de taille réduite, de taille plus conséquente dans les bâtiments plus importants. Le système D, oui, alors le système D, donc il a aussi la possibilité, c'est représenté ici, d'avoir la récupération de chaleur. Donc ça, c'est un élément important du système D. Alors c'est quoi cette récupération de chaleur? Eh bien, il y a un peu trois situations que je vais vous décrire maintenant. La situation, je vais commencer par les situations en hiver. Donc grâce à cet échangeur de chaleur, en fait, on va pouvoir récupérer la chaleur de l'air extrait qui vient du bâtiment, qui est déjà chauffé, qui est peut-être à 20 ou 22 degrés. Et cet air extrait du bâtiment, qui contient des polluants, donc on doit le rejeter à l'extérieur, mais il contient aussi de la chaleur. Et donc l'objectif, c'est de récupérer cette chaleur pour pouvoir préchauffer l'air neuf qui, lui, en plein hiver, vient de l'extérieur, peut-être à 5 ou à 0 degré. Cet échangeur de chaleur est un équipement qui est vraiment très efficace. Il ne va pas du tout mélanger l'air extrait et l'air neuf, mais ces deux flux d'air vont passer de part et d'autre de lamelles ou de parois et vont pouvoir échanger leur chaleur entre eux avec des rendements de récupération qui sont très élevés, de l'ordre de 80-85% par exemple. Et donc ça veut dire que l'air extérieur qui serait très froid si on le faisait simplement rentrer par les fenêtres par exemple, ben, il est préchauffé et donc il limite l'inconfort dû à cet air froid provenant de l'extérieur. Il peut être préchauffé jusqu'à par exemple 20 ou 21 degrés. Euh, En été, le système peut fonctionner un petit peu à l'inverse. S'il fait très très chaud dehors pendant une période de canicule, par exemple des périodes de 30 degrés ou plus, eh bien la chaleur peut être aussi échangée entre les flux. Et si l'air extrait à l'intérieur est plus frais que l'air extérieur, eh bien on va pouvoir pré-rafraîchir, si on veut, l'air neuf qui sera alimenté dans les pièces.
Et puis, fonctionnement supplémentaire pour la période d'été, pendant une période de canicule ou juste avant ou juste après, les nuits sont peut-être quand même encore fraîches. Et donc là, les systèmes D sont prévus avec un bypass pour contourner l'échangeur et pour éviter de récupérer de la chaleur quand on n'en a pas besoin. Au moment où, par exemple, l'air extérieur est plus frais que l'intérieur, à ce moment-là, on va faire entrer l'air frais, plus froid directement à l'intérieur. Alors le système D présente lui aussi un certain nombre d'avantages dans l'absolu et par rapport au système C. Il a des débits qui sont très bien contrôlés puisqu'il est mécanique aussi bien à l'alimentation qu'à l'extraction. Euh, les débits qui ne sont pas contrôlés mécaniquement sont plus difficiles à maîtriser évidemment. Il permet une consommation d'énergie réduite grâce principalement à la récupération de chaleur et en général un confort supérieur, notamment confort thermique, puisque on vient de le voir, l'air préchauffé va être alimenté dans les pièces plutôt que d'alimenter avec de l'air froid directement de l'extérieur. Alors, il existe aussi des systèmes décentralisés. Donc, vous avez des photos ici. Donc, le principe est le même. On a cet échangeur de chaleur qui permet la récupération de chaleur. On a deux ventilateurs qui vont bien contrôler le débit d'extraction d'une part et le débit d'alimentation d'autre part. Par contre, ce type d'équipement est prévu pour ventiler une seule pièce à la fois. C'est pour ça qu'on appelle ce système décentralisé. Il n'y a donc pas de conduit. On a simplement sur cette machine des grilles pour l'alimentation et pour l'extraction. Et donc c'est une solution qui est, par exemple, utilisée dans des écoles. Euh, alors on a une machine de ce type-là dans chaque classe, plutôt que d'avoir un système centralisé et des conduits qui sont parfois difficiles à faire passer dans un bâtiment existant. Ce système présente aussi d'autres avantages par rapport à la régulation du débit. On en reparlera tout à l'heure. Alors ça, c'était les systèmes un peu de base, donc système C, système D et système D décentralisé. Nous sommes occupés actuellement chez Buildwise, donc, qui est un centre d'innovation, sur un projet de recherche pour explorer des solutions de ventilation un petit peu différentes, un petit peu alternatives, dont l'objectif serait qu'il soit plus facile à installer dans des bâtiments existants. Ce projet fait un peu suite finalement à effectivement la prise de conscience de la ventilation pendant la période Covid. Cette nouvelle loi sur les lieux publics, on sait très bien que beaucoup de secteurs, beaucoup de bâtiments dans ces secteurs concernés par la loi sur les lieux publics ne sont aujourd'hui pas équipés de systèmes de ventilation, tout comme peut-être encore des bâtiments de bureaux, des écoles aussi. Et donc on explore ici un petit peu des solutions de ventilation qui éventuellement seraient plus faciles à installer et coûteraient moins cher que les systèmes classiques. Donc je vous passe un peu les détails des aspects méthodologiques du projet. Je viens directement au système. On en a identifié plusieurs, mais je vous en montre ici principalement deux. Un système qu'on a appelé le système C Hall, donc qui se base sur le principe d'un système C, c'est-à-dire alimentation via des grilles dans certains espaces et extraction dans d'autres. À la différence du système C, c'est qu'on ne va pas alimenter directement dans la pièce de vie telle qu'un bureau, une salle de réunion par exemple. On va plutôt alimenter dans une pièce secondaire, par exemple dans un hall ou dans un couloir. Et par contre, on va réaliser l'extraction dans cet espace qu'on veut ventiler, que ce soit un bureau, une salle de réunion ou une salle de classe. Donc c'est un peu différent du système C classique, mais il présente un certain nombre d'avantages par rapport à ce système C classique. Notamment, puisqu'on n'a pas de grille d'alimentation directement dans l'espace, ben, il y a moins d'inconfort thermique dû à l'air froid qui provient directement de l'extérieur. Il y a moins d'inconfort acoustique pour le bruit provenant de l'extérieur aussi, ce qui est très important par exemple dans les environnements urbains. Mais avec ça, on peut aussi réduire le nombre d'ouvertures. Plutôt que d'avoir des ouvertures dans toutes les pièces, dans toutes les salles de réunion, dans tous les bureaux, ben, on peut avoir une grande ouverture dans un couloir qui est accessible depuis tous ces bureaux, par exemple. L'installation peut aussi être moins contraignante parce que dans les bâtiments existants, bien souvent, les châssis ont déjà été remplacés ou il n'est pas prévu de les remplacer. Et donc, placer des grilles en combinaison avec des châssis existants, c'est compliqué. Et donc, dans ce cas-ci, on peut alors envisager une solution alternative où on peut placer moins de grilles et on les place spécifiquement en remplacement de une fenêtre, par exemple, dans un couloir ou dans un hall. Donc on a étudié ce système sous différents aspects. Je ne vous montre pas les détails techniques, mais ça fonctionne pas mal. Et dans ce projet, il y avait également un volet un peu économique.
Et donc, on a testé la conception de ce système dans différents types de bâtiments, notamment dans un petit restaurant, dans une petite salle de concert et dans une académie qui était constituée de plusieurs petites classes de cours. Et donc, cette étude économique a montré que ce système C-Hall, donc innovant ici en jaune, était dans certains cas sensiblement moins cher que les systèmes de référence de ces bâtiments, ou en tout cas peut-être du même ordre de grandeur qu'un système C, sachant que dans l'étude ici, les systèmes C, on n'a pas pris en compte le coût du remplacement des châssis. Donc c'est uniquement le bleu clair ici du système C, c'est uniquement dans le cas où les châssis sont déjà remplacés, sinon c'est encore un surcoût supplémentaire. Donc ces résultats sont plutôt intéressants et prometteurs. Et le deuxième système issu de ce projet, de cette recherche dont je vais vous parler, c'est un système qu'on pourrait appeler le système Boost, qui lui va combiner dans un même espace deux solutions. Un système D de base, hein, tout à fait classique comme je l'ai présenté juste avant, et un système C supplémentaire pour des besoins exceptionnels. Alors, dans quel cas est-ce que ce système est intéressant? Ben, c'est plutôt pour des salles ou des lieux qui ont différentes occupations très différentes, style salle polyvalente, qui est utilisée par exemple pour un cours de sport avec un nombre limité de personnes la plupart du temps, mais qui une fois par mois ou de temps en temps est utilisée pour un spectacle ou pour une fête avec plus de monde. Bah, il serait dommage dans un tel espace d'avoir en permanence le débit prévu pour les 100 personnes le jour où on fait un spectacle ou une fête, alors que ça n'arrive que une fois par mois, par exemple. Et donc, c'est là l'intérêt de ce système, c'est d'avoir un système de base prévu pour une occupation de base, et puis un système boost peut-être un peu moins performant sur le plan énergétique et confort, mais qui, lui, va apporter ce débit complémentaire pour l'occupation plus importante. Et donc, on a appliqué dans le projet ce système, par exemple, pour une salle, une sorte de salle polyvalente dans une école, qui à la fois sert pour le cours de gym, et donc c'est un grand volume avec peu d'occupation, mais qui sert aussi pour des fêtes d'école ou des fêtes d'activités parascolaires dans cette école, avec beaucoup de personnes présentes dans cet espace, donc deux types d'occupations très différentes. Et donc, avec ce système, ce système double, ce système boost, mais le système D de base, il est dimensionné pour l'occupation style cours de gym, et puis le système boost, lui, il est dimensionné pour l'occupation style fête d'école, et le total permet donc d'atteindre un débit important. Mais donc ceci limite à la fois le coût d'investissement, le coût d'installation de ces systèmes, et à la fois leur coût de fonctionnement. Et donc ici, de nouveau, même comparaison, ce système innovant en comparaison d'un système B qui serait dimensionné pour le débit total, ben, on a aussi une économie non négligeable.